Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous voyez bien mon premier slide, c'est bon? Oui, Voilà, donc je vous présente un petit peu les points que j'ai prévu d'aborder ce soir, donc autour du livre Animal radical. Alors vous voyez, il y a un sous-titre qui s'appelle Histoire et sociologie de l'antispécisme. C'est ce dont je vais vous parler, mais je vais vous parler aussi un peu des objectifs du livre, de l'approche que j'ai choisie, de la perspective dans laquelle je me place. Quelques mots sur la première partie du livre, sur en fait, l'histoire de l'antispécisme, avec trois moments que j'ai identifiés. Je vais m'intéresser aussi à ce qu'on appelle l'analyse discursive, c'est-à-dire que j'ai procédé un peu comme on fait en sociologie, c'est-à-dire que je suis allé sur le terrain rencontrer des militantes et des militants, et je me suis intéressé à leur discours et j'ai repéré quelques points communs et en même temps d'autres aspects qui sont un peu dépendants des différentes cultures. Et j'aborderai ensuite des aspects plus psychosociologiques et voilà. Et j'ai trouvé des petits écureuils pour nous tenir compagnie ce soir. Alors, l'objectif du livre, c'est d'abord, comme vous vous en doutez, c'est donner les outils pour que chacun se forge son opinion sur l'antispécisme. Donc, ce n'est pas un livre qui s'adresse principalement aux militantes et aux militants, mais qui vise plutôt un large public, parce que la plupart des gens ne savent pas ce qu'est l'antispécisme, ce qu'est le spécisme. Et c'est pour ça que je commence par des définitions. Je pense que le public ce soir est assez au courant, donc je ne vais pas revenir là-dessus, sur ce que c'est qu'être vegan, antispéciste, spéciste, carniste, etc. Je serai amené parfois à en parler. Et puis, si jamais vous voulez, au moment des questions, qu'on revienne sur tel ou tel point, n'hésitez pas. Je veux donc montrer dans ce livre que ce mouvement, donc le mouvement antispéciste, a une histoire. C'est ce qui constitue la première partie du livre, avec 3 chapitres, et que cette histoire se décline aujourd'hui différemment selon les pays ou les cultures. Et voilà, donc c'est ce qui constitue la seconde partie du livre, avec 2 chapitres. Et au total, c'est un livre que vous voyez là, qui n'est pas très très long, qui fait 200 et quelques pages. L'interrogation première, c'est sur la notion de radicalité, parce que au début, j'avais écrit un projet de livre que j'ai soumis à des éditeurs, qui était sur l'antispécisme radical, parce que c'était un contexte où, en France, mais aussi en Suisse, dans d'autres pays, il y avait des vitrines de boucherie qui étaient taguées, parfois même un peu abîmées. Il y avait une association, Boucherie Abolition, qui en France faisait beaucoup parler d'elle, avec des interventions dans les médias qui étaient assez choquantes pour le public qui voyait tout ça. Et donc, voilà, je me suis interrogé sur la notion de radicalité. Et en fait, je pense que l'antispécisme est radical en essence, et que donc antispécisme radical, c'est un peu un pléonasme. Parce que qu'est-ce que ça veut dire radical? Je renvoie à l'étymologie que beaucoup connaissent, c'est radix, la racine. Donc, être radical, c'est revenir à la racine, souvent à la racine d'un problème, pour mieux l'identifier et mieux le combattre. Et grâce à mon éditrice qui m'a vraiment aidé pour ce livre, Alexandre Sanchez, j'ai découvert un auteur qui est en fait un écologiste, philosophe, juriste belge, John Pitzaes, qui a identifié 4 types de radicalité. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui peut être utile comme distinction possible. D'abord, il y a des gens qui sont radicaux parce qu'ils ont un principe unique qu'ils jugent irréfutable et qui est un puissant agent de cohérence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un peu comme une cause première, un moteur de leur vie, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment à la base de leur conception du monde et surtout de l'action qu'ils vont entreprendre pour corriger les problèmes qu'ils voient. Donc, ce sont des gens qui vont tout capter, tout analyser en fonction de ce principe radical, et donc pour certains, l'antispécisme. Pour d'autres, au contraire, la radicalité, c'est l'idée d'un principe fondateur et d'un perpétuel retour à ce principe fondateur.
Et c'est ce qui fait, par exemple, que des gens qui ont une attitude politique libérale peuvent en fait être plus radicaux que, par exemple, le Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois n'est pas très radical dans le sens où il ne se réclame plus vraiment du communisme alors qu'il emporte le nom dans le nom du parti. Et les libéraux, par contre, si on prend le cas de la France avec Emmanuel Macron, il est viscéralement libéral. Lorsqu'il y a une crise, il dit bah, on va nationaliser et puis par contre, quand ça ira mieux, on va privatiser pour en fait mutualiser les risques et puis donner les avantages ensuite aux actionnaires. Donc ça, on pourrait dire en ce sens, et Pixels prend l'exemple de Merkel, qu'elle est plus radicale que le président du Parti communiste chinois qui, lui, ne retourne pas vraiment aux principes fondateurs du communisme. Une autre compréhension de la radicalité, c'est de donner une étendue extrêmement importante aux principes de base. Ce sont par exemple les véganes, on en connaît beaucoup, qui vont refuser d'acheter des légumes si ces légumes ont été cultivés avec des engrais qui étaient à partir de fumier, et donc des matières animales. Et donc pour eux, ces légumes ne sont pas véganes, donc ils vont aller chercher des légumes qui sont véganes. C'est-à-dire quelqu'un qui va prendre ce principe et qui va lui donner une importance tout à fait considérable. Et il y a un quatrième type de radicalité, c'est celui qu'on entend un peu souvent dans le langage commun, c'est une certaine violence politique. C'est par exemple, on va brûler l'Assemblée nationale parce qu'ils font des lois qui sont contraires à ce qu'on souhaite, on va agir de façon un peu violente, interdire par exemple une manifestation parce que les gens qui sont là nous déplaisent. Et donc il existe dans l'antispécisme des gens tout à fait minoritaires qui exercent ou qui auraient tendance peut-être à exercer cette violence. Et ça va à l'encontre d'associations comme Convergence Animaux Politiques en France ou bien PEA ou L214, qui sont des associations pas du tout violentes sur le plan politique. Alors, cette première distinction entre quatre types de radicalité m'a intéressé et j'en ai aussi identifié une autre distinction, radicalité dans les objectifs, dans les discours ou dans les actions. Voilà. C'est encore là 3 niveaux de radicalité bien différents. Et le radicalisme, c'est simplement la tendance à avoir une radicalisation qu'on pourrait dire excessive. C'est un peu comme islam et islamisme. Islam, c'est une religion. Islamisme, c'est considérer l'islam comme un principe politique qui doit définir l'ensemble de nos actions. Voilà, donc ça, c'est pour placer un peu les choses en ce qui concerne la radicalité. Et une question importante et qui fera, je pense, débat si on a l'occasion d'en parler après ou si c'est un sujet qui vous intéresse, faut-il aborder les dérives du mouvement antispéciste? Est-ce qu'il faut parler des quelques personnes qui peuvent avoir, par exemple, brisé une vitrine de boucherie, sachant évidemment que les bouchers peuvent avoir eu un peu peur si jamais leurs vitrines ont été abîmées, mais qu'ils n'en sont pas morts, il n'y a pas de blessés, etc. Ça, c'est un exemple de dérive, mais il y en a beaucoup d'autres, j'en parlerai tout à l'heure. Et moi, je suis d'avis que oui, qu'il faut aborder ces dérives, qu'il ne faut pas en avoir peur, mais il y a d'autres personnes qui pensent autre chose, et évidemment, c'est toujours intéressant de confronter les opinions. Alors, pour vous donner un petit aperçu, parce que j'ai identifié plusieurs dérives, il y en a une qui concerne l'hygiénisme ou l'ascétisme qu'on retrouve dans les années 20 lors de la constitution des premières communautés végétaliennes. Ce sont des communautés qui sont issues de la mouvance anarchiste, qui supposent un retour à la nature et également une volonté de justement renoncer à l'oppression contre les animaux, mais l'argument n'est pas tellement qu'il ne faut pas faire souffrir les animaux, mais plutôt que la viande, comme le tabac, comme l'alcool, est quelque chose de nocif et que donc il faut éviter de consommer des animaux et même des produits d'origine animale. Il y a une revue que vous voyez ici, donc le Végétalien, qui existe de 1924 à 1929, qui est une revue importante parce que c'est vraiment, il y a aussi des réflexions sur les dangers ou les problèmes que cause la consommation de produits d'origine animale.
Georges Buteau, par exemple, écrit dès 1922 quelque chose qui fait partie des considérations écologiques qu'on peut avoir aujourd'hui. Il écrit « Il faut un cheval et une vache, 1 hectare de terre pour vivre. Sur 1 hectare, 3 hommes y vivraient, mais on donne à l'animal du grain, des produits de toutes sortes et des kilos qu'il consomme. Il nous rend des grammes seulement. » Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'argumentaire que présentent aujourd'hui certains antispécistes lorsqu'ils utilisent l'écologie en disant par rapport à l'utilisation des ressources, 1 kilo de viande de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau, etc. Donc pour une juste utilisation des ressources, il faut éviter de consommer de la viande. Donc là, c'est intéressant de voir que dès 1922, cette réflexion est présente. Parmi les végétaliens, donc il y a d'une part Georges Buteau avec sa compagne Sophie Zaïkowska, et il y a aussi Louis Rimbaud qui crée la revue Les Néo-Naturiens, avec là aussi des réflexions intéressantes, et une communauté créée qui s'appelle ici Terre Libérée, dont vous voyez une photo, enfin on ne voit pas très bien, mais ce sont des gens qui ont tenté l'expérience à la fois de l'autarcie, c'est-à-dire de se couper d'une société capitaliste qu'ils rejetaient, et en même temps de vivre sans exploiter d'animaux. Alors, le néo-naturien, si on regarde, parce qu'en fait, sur le site de la Bibliothèque nationale de France, Gallica, on a accès à toutes les revues. Dans le numéro d'octobre-novembre 1925, il raconte que le mouvement croît, qu'il y a aussi d'autres colonies semblables au Brésil. Et avec beaucoup d'enthousiasme, il raconte que le mouvement néo-arien présente aussi des travaux d'astrologie, les sélections artificielles pour l'obtention de la 6e race, ils entendent de race humaine, et ils font état de différents, parce qu'évidemment, cette idée d'améliorer la race humaine avec des communautés d'hommes et de femmes qui se développent de façon harmonieuse avec la nature, etc., ça tombe vers quelque chose qui est un peu naturiste, déiste, spiritualiste, et ça va à l'encontre d'autres approches. Parfois, il s'agit d'une nature qui est sublimée. Il y a une communauté végétalienne comme ça qui est dans le Tessin à Monte Verita, qui se crée en 1900, qui est très importante dans l'histoire des idées parce que beaucoup d'écrivains, d'artistes, de danseurs sont passés par là. On peut penser à Hermann Hesse, par exemple, l'écrivain allemand. Mais c'est aussi proche d'une idéologie qu'on appelle en allemand l'idéologie Blut und Boden, donc le sang et la terre, avec par exemple un chorégraphe, Rudolf von Laben, qui organise, donc ils insistent aussi beaucoup sur la nudité, le rapport à la nature, etc. Ils font des très belles chorégraphies, donc vous voyez ici une illustration. Et petit à petit, ils abandonnent tout ce qui est alimentation végétale pour se concentrer sur l'amour de la nature, que les habits, c'est quelque chose qui nous empêche d'être en communion avec la nature, etc. Et ce monsieur von Laben en vient en 1936 à organiser une chorégraphie pour l'ouverture des Jeux Olympiques de Berlin, qui sont évidemment, comme on le sait tous, un moment de promotion du nazisme internationalement reconnu. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une première dérive, c'est-à-dire de passer des communautés végétaliennes vers une espèce de naturisme. Un autre exemple, toujours dans cet esprit d'hygiénisme et d'ascétisme, bien plus tard, à peu près 70 ans plus tard, 70 ans, c'est le mouvement Vegan Straight Edge. Là, on est plutôt dans la musique issue de la vague du punk qui naît en Grande-Bretagne en 1977, les Sex Pistols, les Clash, etc. Et il y a un mouvement qui naît qui est le Straight Edge, c'est-à-dire refuser la défense qui a donc l'usage de drogue, d'alcool, qui a caractérisé le mouvement punk à la fin des années 70, début des années 80. Et le straight edge, au contraire, c'est refuser l'alcool, refuser le tabac, refuser toute déviance, avec beaucoup de guillemets évidemment sur le mot. Et il y a un groupe comme Vegan Right qui dit qu'ils sont, eux, ils sont straight edge, mais ils sont vegan straight edge, c'est-à-dire que dans cette volonté d'un corps pur, ils en viennent aussi à renoncer à tout produit d'origine animale. Et il y a notamment le chanteur de Vegan Rage qui s'appelle Shin Mutaki, qui lui est aussi contre l'avortement, contre l'homosexualité, etc. Donc c'est évidemment des choses que les antispécistes aujourd'hui, dans leur immense majorité, refusent tout à fait. Très tôt en France,
une antispéciste qui s'appelle Françoise Blanchon, qui a participé à la création des cahiers antispécistes, a écrit un texte, là je vous ai mis le lien, s'inquiétant sur cette recherche de pureté absolue, c'est-à-dire de volonté. C'est comme les personnes qui veulent avoir des légumes véganes et pas n'importe quel légume. Voilà, elle explique en fait que c'est un danger, que c'est sans fin et que on en finit à se préoccuper beaucoup de notre vie au quotidien plutôt que d'essayer de sauver les animaux, ce qui est quand même l'idée première normalement de l'antispécisme, mais surtout d'expliquer aux gens pourquoi c'est si problématique de vouloir exploiter les animaux non humains. Alors, que vient faire ici cette corbeille de linge sale? Eh ben, c'est la question toujours, que faire du linge sale? Il y a un dicton en France qui dit il faut laver le linge sale en famille. Moi, je suis d'un avis contraire. Je pense que quand il y a des problèmes, il ne faut pas avoir peur de les aborder ouvertement, qu'il n'est pas nécessaire de cacher les critiques qu'on peut avoir à l'intérieur même d'un mouvement, mais là encore, d'autres personnes ont d'autres opinions là-dessus. Et moi, je pense à cette célèbre tirade de Cyrano de Bergerac à propos des critiques, justement. Je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Autrement dit, je pense que c'est préférable que le mouvement antispéciste lui-même traite de ces problèmes, comme l'a fait Françoise Blanchon dans son texte sur la pureté, plutôt que d'attendre que des personnes qui nous sont foncièrement hostiles le fassent. J'en viens maintenant à mon approche et aux perspectives qui sont les miennes. Il y avait une tradition, d'après ce que j'ai lu, parce que j'étais quand même pas encore né en 68, j'étais à moins 2 ans. Quand quelqu'un prenait la parole lors d'une assemblée générale, souvent il était interrompu et on lui disait d'où parles-tu, camarade? C'est-à-dire d'où viens-tu? Quelle est un peu ta personnalité ou du moins ton origine, on pourrait dire sociale en partie. Et quand on traite de l'antispécisme ou du spécisme, je pense que c'est important de se situer. Et il y a des grands contempteurs de l'antispécisme comme Paul Ariès ou Francis Wolff qui, eux, ne prennent pas la peine de dire qu'ils mangent de la viande, que M. Wolff a écrit une philosophie de la corrida, qui sont tout à fait spécistes. Et donc, je pense qu'il est plutôt juste lorsqu'on se prononce, du moins pas dans un article, mais dans un livre ou autre, de prendre au moins un paragraphe pour dire dans quelle perspective on se place. En ce qui me concerne, donc, je suis devenu végétarien en octobre 2015 et je n'ai pas honte de le dire, c'était au départ pour des raisons de santé. C'était l'époque en octobre 2015 où l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré que les produits transformés à base de viande étaient cancérogènes, que la viande rouge était probablement cancérogène. Et je me suis dit que c'était bête de manger de la viande, que ce n'était pas une bonne idée. Et ensuite, en 2016, j'ai écrit un livre sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui s'appelle Athée et Juif. Et dans le cadre de ce livre, j'ai découvert l'importance de la judaïté pour des penseurs comme Peter Spinga ou Henry Spira dans leur engagement pour l'antispécisme ou pour lutter contre le spécisme. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très fort, de très valable. Juste une parenthèse, je parle de judaïté parce que c'est l'ensemble des façons d'être juif et ça ne se réduit pas à la religion qui est le judaïsme. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être juif et athée, je pense comme la majorité des juifs, ou une petite majorité. Et donc c'est pour ça que j'utilise ce terme. Et donc en 2016-2017, j'ai réfléchi, j'ai vu des vidéos comme beaucoup de gens qui sont devenus véganes puis antispécistes. Et donc depuis 2017, je suis végane et ensuite antispéciste. Je vous mets juste cette photo de l'édition en allemand de mon livre parce que c'est quelque chose qui m'intéresse moi beaucoup dans les travaux que j'ai faits pour Athée et Juif. C'est là, vous voyez des jeunes femmes qui manifestent contre l'esclavage des enfants aux États-Unis avec des écritures en yiddish. Et donc, c'est au nom du fait que ces personnes sont juives qu'elles luttent contre le travail des enfants. Et de la même façon, j'ai eu la chance d'avoir 2 entretiens avec Peta Singa
Et pour lui aussi, c'est lié au fait qu'il soit juif qu'il a décidé de se battre du côté des opprimés que sont pour lui les animaux. Ensuite, comme ça a été dit dans l'introduction, je suis universitaire, maître de la conférence à la Sorbonne. Et donc, la question s'est posée dans l'écriture d'Animal Radical, est-ce que je suis universitaire ou militant quand j'écris ça? J'ai essayé de tenir les deux. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une attitude réflexive et ouverte, c'est-à-dire ouverte aussi à la critique, pas avoir peur d'aborder des sujets parfois un peu problématiques. Et c'est un petit peu la ligne de crête que j'ai essayé de tenir tout au long de mon ouvrage. C'est aussi un peu ce que j'avais fait dans Athée et Juif. Je ne vais pas trop détailler parce que ce n'est pas le sujet ici, mais dans le chapitre 2, par exemple, je dénonce le sexisme qui est inhérent à la religion juive comme aux autres religions monothéistes. Dans le troisième chapitre, je m'intéresse à une critique assez radicale de la circoncision au nom des droits de l'enfant, de la protection de l'intégrité physique. Mais dans le chapitre 4, par exemple, je m'intéresse aux gens qui se disent juifs, même s'ils sont athées, parce que leur famille a été persécutée pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas pour moi une façon d'être athée et juif, mais c'est quelque chose que j'ai observé. Donc, dans le chapitre 4, je raconte ça, même si ce n'est pas ce qui me concerne. Pareil pour le chapitre 6, c'est sur tous ces juifs qui se disent juifs parce qu'ils ont de la famille en Israël et qu'ils sont viscéralement attachés à ce pays et à tous les gouvernements qu'il peut y avoir, quelles que soient les décisions prises par ces gouvernements. Ce n'est pas non plus ma façon d'être athée juif, mais dans mon livre, j'ai trouvé juste et nécessaire de raconter pourquoi certaines personnes ont ce point de vue, alors que moi, je m'identifie plus avec le chapitre 5 sur cette solidarité que j'appelle ontologique, ça veut dire propre à l'être, de ces juifs qui s'engagent auprès des opprimés, d'expliquer pourquoi dans les mouvements des droits civiques, il y avait beaucoup plus de juifs que de non-juifs parmi les blancs qui étaient avec les Afro-Américains, ou bien dans le chapitre 7, pourquoi beaucoup de juifs refusent les nationalismes, font la promotion du cosmopolitisme, etc. Concernant la démarche, comme j'étais au départ historien des sciences, je me suis intéressé à l'époque où j'écrivais ma thèse, dans les années 90, un philosophe des sciences qui s'appelle Paul Feyerabend et qui a développé ce qu'on appelle un anarchisme épistémologique avec la formule très concise anything goes, c'est-à-dire tous les moyens sont bons pour faire avancer les sciences. S'appuyer sur les sciences, c'est propre au rationalisme, et c'est aussi une approche qui est la mienne, mais aussi sur un ensemble diffus de moyens. Et par exemple, Feyerabend explique Galilée l'emporte grâce à son style, à la subtilité de son art de la persuasion. Il l'emporte parce qu'il écrit en italien et non en latin. Et ce sont des choses qui ne sont pas proprement parlées scientifiques, mais qui font partie des succès qu'il a pu obtenir. Et donc, je pense de la même façon que dans la démarche de l'antispécisme, toutes les approches sont intéressantes. Je pense qu'il faut dépasser les oppositions, mais je ne suis pas le seul à le penser, hein, je crois que c'est majoritaire. Parfois, il y a une opposition un peu que je trouve abusive entre les welfaristes qui veulent schématiquement agrandir les cages et les abolitionnistes qui disent vidons les cages, abolissons les cages. Même chose, il y a des gens qui sont pour le go vegan, qui font la promotion du véganisme, et d'autres qui sont pareil dans une approche plus radicale, c'est-à-dire qui vont plus à la racine du problème, qui disent il faut ouvrir les cages. Et en ce qui me concerne, j'ai pas de problème à courir tous les jours avec Go Vegan dans le dos. Là, c'est une photo à l'arrivée d'un ultra trail en Bretagne d'une 60aine de kilomètres ou l'entraînement n'importe où. Et comme j'habite à côté du zoo de Schönbrunn, que je qualifie de prison pour animaux, ça m'arrive, et encore pas plus tard qu'hier, quand je fais mon petit entraînement, que je vois des familles qui vont vers le zoo, je m'arrête et je les accoste donc en allemand ou en anglais parce que c'est des touristes. Et je leur demande, excusez-moi, vous vous dirigez vers la prison des animaux. Et le simple fait que j'utilise l'expression prison des animaux, ça crée un petit moment où ces touristes sont un petit peu en dehors de leur zone de confort et réalisent qu'effectivement, un zoo, on peut qualifier ça de prison des animaux. Et parfois, on en vient donc à un petit moment d'échange. Ça m'est arrivé une fois de détourner des touristes
qui du coup ne sont pas allés au zoo, mais que j'ai envoyés vers le labyrinthe végétal qui est juste à côté. Et voilà, donc je pense que ça fait aussi partie des choses intéressantes à faire. Et j'ai vu un questionnaire ces jours-ci qui était proposé par le site antispécistes.ch qui demandait quelles sont les actions que vous recommandez ou qui sont les vôtres pour faire avancer l'antispécisme. Et moi, je pense que tout est bon. Donc, comme disait Feyerabend, anything goes. Sensibiliser au quotidien, proposer des repas véganes ou végétariens, développer des alternatives véganes, sensibilisation dans la rue, c'est un peu ce que je fais au zoo, des conférences, enfin voilà, vous pourrez lire ça en détail. D'ailleurs, le PowerPoint que j'ai là, je mettrai le lien pour ceux qui veulent le regarder. Maintenant, par rapport, maintenant que vous avez bien compris ma démarche et la perspective dans laquelle je me place, j'en viens rapidement à vous dire comment j'ai considéré l'histoire de l'antispécisme. Pour moi, il y a clairement trois étapes, de la protection des animaux à la défense des animaux, et ensuite à la lutte pour les droits, pour donner des droits aux animaux non humains. Je fais remonter cette histoire à la moitié du 19e siècle, mais évidemment, quelqu'un comme Renan Larue a beaucoup travaillé sur les Lumières. Encore avant, il a montré que dans l'Antiquité déjà, Pythagore, etc., il y a évidemment des penseurs qui veulent donner des droits aux animaux ou qui réfléchissent sur le sujet bien avant. Mais comme mon livre ne fait que 200 pages, j'ai commencé au milieu du 19e siècle. Donc, pour mémoire, voilà, en 1809, il y a une première association qui est créée, la Société pour la suppression de la cruauté gratuite sur les animaux en Grande-Bretagne, suivie ensuite en 1824 de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, qui devient une société royale lorsque la reine Victoria soutient cette société. Et en France, on a tout à fait sur le même schéma la création de la Société protectrice des animaux en 1845 et en 1850, une première loi importante, la loi Grammont. Et j'ai trouvé cette caricature qui est assez intéressante, que la loi Grammont, c'est vraiment pour limiter les violences contre les animaux qui sont les animaux avec lesquels les hommes sont directement en contact, et notamment les chevaux. À l'époque, il y avait beaucoup de cochers, de charrettes qui étaient tirées par les chevaux. Et les cochers maltraitaient vraiment les chevaux. Et donc voilà, il y a l'idée que c'est mauvais de montrer de la violence pour les hommes. C'est une loi qui est en fait pour les hommes et pas pour les animaux, à savoir éviter qu'il y ait trop de violence présentée aux citoyens. Et c'est aussi suite à cette loi et dans cette tendance qu'on va se mettre à repousser les abattoirs à l'extérieur des centres-villes, plutôt en périphérie, parce que, par exemple, il y avait un adolescent qui, ayant vu dans la ferme un cochon se faire tuer et dépecer, était ensuite allé faire la même chose avec sa petite sœur. Et donc, voilà, on s'est dit, c'est pas une bonne chose de montrer trop de violence aux citoyens. Et là, donc, vous voyez une caricature du général Delmas de Grammont, qui n'est pas content au restaurant parce que ce poulet est détestable, vous méritez l'amende pour mauvais traitement envers cet animal, c'est-à-dire que le poulet était mal cuisiné. Bon, voilà, c'est une façon de se moquer un peu de cette loi et d'en montrer déjà les limites. J'en viens, donc ça c'est ce que j'appelle la protection des animaux. Et avec Marie Huot et la Ligue populaire contre l'abus de la vivisection, on en vient à la défense des animaux. Donc Marie Huot, soutenue par Victor Hugo, qui assure la présidence d'honneur de la Ligue, elle en vient, elle, à des actions directes, hein, ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Là, vous voyez un portrait de Marie Huot. Et première grande manifestation de sa part, c'est en 1883, au Collège de France. Elle interrompt la vivisection d'un singe avec son ombrelle. Alors, elle descend dans l'amphithéâtre et elle essaye d'empêcher le scientifique de faire du mal à ce singe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a bien cette opposition entre la protection et la défense dans cette citation de Marie Huot qui critique la SPA, la Société protectrice des animaux. Elle dit: la Ligue populaire contre l'abus de la vivisection n'a rien de commun avec les SPA, qui est administrée par des vivisecteurs bien connus et qui en conséquence n'a jamais voulu prendre parti dans cette question. C'est l'idée vraiment, il faut sauver les animaux.
Évidemment, les actions directes de Mario n'ont pas de conséquences très importantes pour les animaux, puisque le singe, il est de toute façon tué, le singe qui faisait l'objet d'expériences au Collège de France. Mais j'ai découvert cette semaine, et ça, c'est pas dans mon livre, qu'on peut quand même voir l'influence qu'a eu Mario et sa ligue en France avec cet exemplaire du Petit Parisien qui date de février 1894. C'est qu'aux États-Unis, dans l'Ohio, il y a un sénateur qui veut changer la façon de tuer les condamnés à mort, qui jusqu'à présent étaient électrocutés. Il propose que les condamnés à mort servent de moyens de vivisection pour les scientifiques. C'est-à-dire que quand quelqu'un est condamné à mort, on va le soumettre à des expériences scientifiques pour faire avancer la science. Et dans cet article, il est fait référence justement à Victor Hugo, à Marie-Huot, qui à coup d'ombrelle au Collège de France a voulu sauver un singe contre le scalpel du scientifique M. Brown-Séquard, qui rappelle l'inutile immolation des chiens de Vincennes. Donc cet article, il nous montre que si concrètement Marie-Huot n'a pas eu un effet extraordinaire sur un ou deux ou trois animaux, elle a quand même grandement influencé les mentalités, puisque 11 ans après ce qu'elle a fait au Collège de France, on en parle encore dans le Petit Parisien, et quelque part, ça fait quand même évoluer les mentalités. Troisième point, je vous ai dit donc protection, défense et lutte pour les droits. Là, on se situe à nouveau en Grande-Bretagne avec la Ligue contre les sports cruels, donc c'est notamment la chasse à courre en 1924, l'association des saboteurs de chasse en 1963 et en 1973, Band of Mercy avec un personnage clé, Ronnie Lee. Et ce qui est intéressant, c'est que le choix de leur association, Band of Mercy, fait référence à une autre association qui portait le même nom en 1875 et qui était une association de lutte contre l'esclavage. Donc là encore, il y a un premier parallèle qui apparaît entre l'esclavage et le spécisme. En 1976, suite à des dissensions internes, Ronnie Lee crée le Animal Liberation Front, donc je pense que tout le monde connaît, les fronts de libération animale, dont voici ici le logo. Et la charte en 5 points, je ne vais pas trop détailler, mais il s'agit de libérer les animaux de tous les lieux où ils sont victimes d'abus, infliger des dommages financiers à ceux qui profitent de la misère et d'exploitation des animaux. C'est pour ça, par exemple, que lorsqu'un laboratoire pharmaceutique qui devait faire des expériences sur les animaux était en construction, ils ont nuitamment brûlé le dit bâtiment. Donc, il n'y a eu aucune victime, aucun blessé. Mais évidemment, c'est des dommages financiers importants pour l'entreprise, Heugst à l'époque. Troisième point, révéler l'horreur et les atrocités commises. Donc ça, c'est ce que font aujourd'hui des associations qui vont dans les abattoirs, dans les élevages pour justement révéler l'horreur et les atrocités. Quatrièmement, prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas blesser d'animaux, humains ou non humains. Donc là, il y a vraiment cette idée de pas de tuer personne, d'avoir des égards aussi pour les humains, par exemple pour les ouvriers d'abattoir. Et puis, dernier point important, qui montre bien l'origine un peu anarchiste de ce groupe, n'importe quel groupe de personnes véganes qui mènent des actions conformément aux préconisations de l'ALF a le droit de se considérer comme faisant partie de l'ALF, c'est-à-dire que l'armée de libération animale est tout à fait ouverte, c'est-à-dire que tout le monde peut, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde peut se réclamer de l'ALF. Et c'est pour ça qu'avec mon éditrice, on a choisi cette couverture pour mon livre parce qu'il y a un certain contraste qui se développe dans l'opposition entre un militant masqué, ce qui peut faire un peu peur. On imagine en France des gens qui vont faire sauter des bâtiments ou autres, et en même temps le fait qu'il tient avec beaucoup de tendresse un petit lapin blanc qui était sûrement dans un laboratoire pharmaceutique pour des tests. Et donc voilà ce contraste entre la tendresse et puis la peur un peu qu'inspire la cagoule. Donc là, je vous ai donné juste un petit aperçu d'un chapitre de mon livre sur l'histoire. Il y a un autre moment de l'histoire qui m'intéresse, mais sur lequel je ne reviens pas ici, c'est sur le développement de l'antispécisme en Israël, mais j'en dirai quelques mots plus tard dans la partie plus sociologique. Donc,
l'analyse discursive, c'est simplement que j'ai fait à peu près une trentaine d'entretiens pour ce livre et j'ai observé des parallèles qui ont été faits par les militants qui sont réclamés. Une femme, par exemple, qui postait ça sur Facebook, avec laquelle j'ai fait un entretien ensuite. L'apartheid était légal, l'Holocauste était légal, l'esclavage était légal, la colonisation était légale, la légalité est une affaire de pouvoir et non de justice. Et partant de là, elle va justement expliquer que l'élevage est légal, mais que ce n'est pas quelque chose de légitime. C'est cette opposition entre légal et légitime, ce qui est légitime se référant bien sûr à une éthique. Beaucoup d'entre vous connaissent aussi ces parallèles qui sont faits dans cette mini bande dessinée. Voilà, lorsque Galilée dit la Terre tourne autour du Soleil, il est maltraité, idiot, blasphème, etc. Lorsque quelqu'un dit personne ne devrait vivre en esclavage en 1852, même chose. Lorsque les suffragettes début du XXe siècle disent les femmes ont autant de droits de vote que les hommes, pareil, elles sont prises pour des imbéciles. Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit les animaux ne devraient pas avoir à souffrir pour nos plaisirs, même chose. C'est toujours ce parallèle qu'on retrouve dans beaucoup de propos tenus par les militants. Et donc, il y a un parallèle qui est spécialement délicat à analyser, c'est celui avec les centres d'extermination. Et ça fait l'objet d'un livre que je vous recommande, que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent déjà, Un éternel Treblinka. Le titre fait référence à une citation de Isaac Bashevis Singer, donc en plus il est prix Nobel de littérature, donc il y a une certaine caution morale, et il fait dire dans une pièce de théâtre à un personnage qui s'adresse à une souris qu'il croit morte, pour ces créatures, tous les humains sont des nazis, pour les animaux, c'est un éternel Treblinka. Alors, on dit toujours que comparaison n'est pas raison, je rajoute, mais ça peut parfois mener à réflexion. L'association PETA, par exemple, a largement utilisé ce parallèle lors d'une campagne en 2002 qui s'appelait l'Holocauste dans votre assiette, avec des affiches de 4 mètres sur 3 qui étaient affichées. Donc là, ici, c'est en Allemagne, avec à gauche des déportés, à droite des poules. Voilà, et donc il y a marqué pour les animaux, tous les hommes, tous les humains sont des nazis. Des squelettes ambulants avec voilà, des personnes qui étaient en camp de concentration ou en centre d'extermination, et puis une chèvre, je crois, qui est tout aussi squelettique. Voilà, donc l'Holocauste dans votre assiette. Et puis ces statistiques, entre 38 et 45, 12 millions de personnes sont mortes dans l'Holocauste. Le même nombre d'animaux est tué tous les 4 heures pour la nourriture, rien qu'aux États-Unis. Alors, il ne m'appartient pas de juger de la pertinence ou pas de ce parallèle. Le fait est que c'est quelque chose qui, dans la plupart des médias, est très vertement critiqué. Il y a même des actions en justice qui ont été menées contre PETA. Moi, je préfère m'intéresser aux parallèles, aux influences entre les deux mouvements. Rappeler, donc, d'après ma lecture de Patterson, hein, j'invente rien, que les abattoirs de Chicago dans les années 1880 ont joué un rôle déterminant dans la naissance de ce qu'on appelle une modernité technologique, c'est-à-dire c'est là où il y a les premières chaînes pour le travail à la chaîne, justement, c'est là que ça commence à apparaître, mais des personnes qui font la même tâche tout le temps. Henry Ford visite les abattoirs de Chicago et en vient à appliquer ces mêmes méthodes dans son usine automobile pour faire notamment le célèbre Model T en 1927, qui est un peu le symbole du capitalisme états-unien. Là où ça devient intéressant, c'est que lors de l'application du programme T4 par les nazis, donc d'octobre 39 à août 41, un programme qui visait à tuer massivement toute personne jugée handicapée ou asociale, il y a le même travail à la chaîne, et c'est ce que les historiens ont compris des traces qu'ont laissé tous ces travaux, parce que ce qui est passionnant avec le nazisme, c'est que c'est une idéologie qui a généré une véritable bureaucratie, donc il y a des tonnes d'archives sur comment
le nazisme a été implémenté. Et donc, on voit qu'il y a cette application du Fordisme dans la façon de traiter d'abord les personnes déclarées handicapées. Et ensuite, dans les centres d'extermination, même chose, il y a des parallèles avec le marquage, avec tués par le gaz. Aujourd'hui, la plupart des porcs, par exemple, sont gazés dans les abattoirs. Et il y a aussi des choses très fortes. Hitler, par exemple, en 1931, qui dit « Je considère Henry Ford comme mon inspiration, ni plus ni moins ». Il avait un portrait dans les locaux du NSDAP, donc le parti nazi à Munich. Il avait un seul portrait au-dessus de son bureau, c'était celui de Henry Ford. Henry Ford lui-même était un virulent antisémite. Il a écrit The Eternal Jew, donc le juif éternel. Et donc, il y a comme ça des allers-retours entre le Fordisme et le nazisme. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que le Fordisme a mené au nazisme ou que ceux qui conduisent des Ford sont des nazis, ce serait évidemment stupide. Mais voilà, il y a des choses intéressantes. Et il ne faut pas oublier évidemment que les objectifs sont très différents, puisque dans l'élevage et les abattoirs, on ne veut pas du tout éliminer la race porcine ou éliminer les races bovines, mais au contraire en faire naître le plus possible pour pouvoir avoir toujours autant de viande que désirée, alors que pour Hitler, il s'agissait d'anéantir les Juifs, anéantir les Tziganes, mettre en esclavage les Slaves, etc. Ce qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est l'idée que l'eugénisme est né de l'élevage. Donc l'eugénisme, pour celles et ceux qui pourraient ne pas connaître, c'est l'idée de l'amélioration de la race humaine. Donc, on distingue l'eugénisme positif et l'eugénisme négatif. L'eugénisme positif, c'est plutôt ridicule et pas bien méchant. C'est par exemple aux États-Unis la constitution d'une banque de sperme de prix Nobel pour qu'avec ce sperme, on fasse des enfants très intelligents. C'est l'idée donc de privilégier les gens, de privilégier la reproduction de personnes dont on pense qu'ils ont des gènes intéressants pour la, entre guillemets, race humaine. Alors que l'eugénisme négatif, c'est bien plus inquiétant. Ça consiste à empêcher de se reproduire les personnes dont on pense qu'ils nuisent à la race humaine. C'est pour ça, par exemple, que voilà, il y a la stérilisation des handicapés, stérilisation de toutes les personnes dont on ne souhaite pas qu'elles se reproduisent. Et c'est au sein de l'Association des éleveurs américains en 1906 que sont créés 15 comités pour la recherche liée à l'élevage d'animaux pour avoir le cochon qui s'engraisse le plus vite, les poules qui ont les meilleures parties pour avoir plus de viande, etc. Et il y a un comité dont les travaux sont consacrés à l'hérédité humaine. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est créé en 1901 le Eugenics Record Office, en 1910, pardon. Et c'est de là que vient l'eugénisme aux États-Unis, qui a causé la stérilisation de dizaines de milliers d'hommes et de femmes, aussi d'un antisémitisme virulent. On trouve dans les années 1910, deuxième moitié des années 1910, des gens qui disent qu'il faut arrêter avec l'immigration des Juifs, regardez ces Polonais souffreteux qui viennent et qui sont Juifs, ils vont pervertir la race qui est la celle des Américains, grands et forts, etc. Et une conséquence législative, c'est la loi Johnson-Reed en 1924 qui pose un quota sur les nombres de Juifs autorisés à immigrer aux États-Unis en passant par Ellis Island, comme vous connaissez, je pense. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer que ce parallèle entre l'élevage et le nazisme se retrouve aujourd'hui dans la culture populaire. On peut évidemment ne pas aimer Michel Houellebecq pour différentes raisons, au contraire l'apprécier, mais dans son dernier roman, Sérotonine, il se trouve qu'une jeune femme qui fait des études en agronomie passe une après-midi dans un élevage de poulets et le narrateur est tout à fait dépité qu'elle ait passé tant de temps parce qu'il se dit qu'elle va être tout à fait choquée, que ce n'est pas possible pour elle, qu'elle est une personne sensible de voir ça. Et Houellebecq écrit « Comment des vétérinaires, inspecteurs de la santé publique pouvaient-ils laisser faire ça? Comment pouvaient-ils visiter ces endroits où la torture des animaux était quotidienne et les laisser fonctionner, voire collaborer à leur fonctionnement, alors qu'ils étaient quand même au départ vétérinaires. Là, j'avoue qu'en effet, je me suis interrogé. Étaient-ils surpayés pour garder le silence? Je ne crois même pas. Après tout, il y avait sûrement des médecins avec un diplôme d'études médicales dans les camps nazis. Voilà. Donc c'est quelque chose que je trouve très fort.
qui, à ma connaissance, n'a pas du tout été relevé dans les différents commentaires qu'on peut lire sur sérotonine. Mais ça montre bien que même des personnes qui n'ont aucun lien avec l'antispécisme, comme Welbeck, à ma connaissance du moins, observent tout de même le parallèle entre la présence de vétérinaires dans les élevages et la présence de médecins, comme évidemment Mengele, dans les centres d'extermination. Je pense aussi que c'est important de se référer à des auteurs connus. Là, vous voyez Primo Levi, qui, en 1977, écrit, évidemment en se basant sur son expérience, puisqu'il a été déporté à Auschwitz, les animaux doivent être respectés, pas parce qu'ils sont bons ou parce qu'ils nous sont utiles, mais parce qu'une loi gravée en nous et reconnue par toutes les religions et codes de loi suppose que nous évitions de causer de la douleur aux humains et à toute créature capable de la ressentir. Donc là, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la sentience, qui est déjà un petit peu définie. Je ne pense pas qu'un corbeau ou un criquet vaille autant que la vie d'un humain. On peut même douter qu'un insecte sente la douleur de la même façon que nous, mais les oiseaux ressentent probablement la douleur et les mammifères avec certitude. C'est la tâche difficile de tous les hommes que de réduire autant que possible le volume énorme de cette substance qui empoisonne toutes les vies, la douleur sous toutes ses formes. Donc ça aussi, je trouve ça tout à fait remarquable qu'une personne aussi incontestée que Primo Levi ait consacré un article en 1977 à rien d'autre que la défense des animaux et au moins un appel pour prendre en compte ce critère de sentience. De même, je ne le ferai pas ici, on peut traiter de l'esclavage, du sexisme, de la convergence des lustres. Donc, sur le sexisme, je renvoie aux bonnes feuilles, comme on dit, de mon livre sur le sujet, sur le parallèle entre spécisme et sexisme. C'est l'article qui est paru hier dans l'Amorce. Je pense qu'on a tout intérêt à s'appuyer sur des auteurs connus et reconnus. Parmi les personnes qui s'attaquent au spécisme, il y en a qui font le lien entre le spécisme et l'humanisme. Il y a effectivement quelque chose à creuser de ce côté-là. Et je ne vais pas tout lire parce que ce sera un peu long, mais il y a ce texte que je trouve formidable de Claude Lévi-Strauss qui date de 1979, donc un grand anthropologue, professeur au Collège de France, etc. Je vous lis juste le début. Ce contre quoi je me suis insurgé et dont je ressens profondément la nocivité, c'est cette espèce d'humanisme dévergondé, issu d'une part de la tradition judéo-chrétienne et d'autre part plus près de nous de la Renaissance et du cartésianisme, qui fait de l'homme un maître, un seigneur absolu de la création. J'ai le sentiment que toutes les tragédies que nous avons vécues, d'abord avec le colonialisme, puis avec le fascisme et enfin les camps d'extermination, cela s'inscrit non en opposition, en contradiction avec le prétendu humanisme sous la forme où nous le pratiquons depuis des siècles, mais dirais-je presque dans son prolongement naturel. Donc il y a cette idée qu'une certaine conception de l'humanisme amène au colonialisme, au fascisme, etc. Et pour les militants antispécistes, cet humanisme conduit au spécisme. C'est pour ça que cette version de l'humanisme peut être qualifiée de suprémacisme humain aujourd'hui. J'en viens aux aspects psychosociologiques. C'est la dernière partie de ma conférence. Parce qu'en interrogeant des militants essentiellement en France, en Israël et au Québec, et même surtout à Montréal, avec quelques personnes aussi que j'ai interrogées en Autriche, à Vienne où j'habite, je me suis aperçu qu'il y avait des éléments déclencheurs, des traumatismes, parfois même des angoisses ou des malaises qui expliquent la volonté de certaines personnes à s'engager auprès des animaux et contre le spécisme. Je vais prendre juste ici une citation issue d'un entretien que j'ai eu avec David Olivier, donc, qui est bien connu de la scène antispéciste francophone, puisqu'il était cofondateur en 1991 des Cahiers antispécistes et encore très actif. Et il raconte que son premier souvenir sur la question date de l'époque où il habitait à Zagreb. Il avait peut-être 5 ans. Il a assisté à la récolte des poissons par les habitants. Il y avait un terrain en friche et lorsque le niveau de la rivière baissait, plein de poissons se retrouvaient pris dans les mares qui se formaient, se débattaient en agonisant à mesure que l'eau leur manquait. Les gens autour les regardaient tout contents et moi je ne comprenais pas pourquoi au contraire ils ne portaient pas secours aux poissons clairement en détresse. J'étais perplexe et angoissé face à leur attitude. Et j'ai retrouvé des témoignages tout à fait semblables. J'ai
par exemple, parler avec Yehuda Carmeli, qui est un des fondateurs, le seul qui soit encore en vie, du village végétarien d'Amirim. C'est-à-dire qu'au début des années 50, il y a un village végétarien qui a été créé en Israël. Et il raconte qu'à 15 ans, il avait été très choqué de voir son père s'acharner lui aussi sur un poisson, et que c'est de là que date sa volonté de renoncer à manger des animaux. Même chose chez une militante montréalaise beaucoup plus jeune, Catalina Liscano, qui, enfant, lorsqu'elle était encore en Colombie, a vu vraiment la détresse dans les yeux d'un agneau qui allait être tué. Et à partir de ce moment-là, elle a senti un besoin viscéral, profond, de s'engager auprès des animaux. Donc ça, c'est un aspect commun. Parfois, ces traumatismes ou éléments déclencheurs. On peut aussi être antispéciste, comme je le suis moi, par exemple, sans avoir vécu de moments importants comme ça dans l'enfance. Mais c'est quelque chose qui se retrouve souvent. Et puis, les problèmes que ça crée et qu'on retrouve aussi souvent, c'est le rapport à l'intérieur de la famille. Parmi les militantes que j'ai interrogées, il y a par exemple une certaine Catherine qui racontait qu'elle avait des problèmes avec sa famille au moment de Noël, que sa mère lui disait « Oui, oui, vous pouvez venir, mais amenez vos graines parce que je ne sais pas ce que vous faire à manger. » Et puis le militant antispéciste bien connu, Gary Yourofsky, a lui aussi consacré une vidéo aux problèmes qu'ont les antispécistes avec leur famille. Voilà, vous trouverez ça facilement si ça vous intéresse. Donc ça fait partie des points communs. Il y a aussi un point commun intéressant, c'est les personnes qui sont plus qu'un traumatisme ou qu'une angoisse qu'ils ont vécue dans l'enfance, vivent aujourd'hui une certaine végéphobie. Alors c'est un terme qui a été introduit par David Olivier en 2002, fondé en parallèle avec l'homophobie. C'était au moment où il y avait les Gay Pride qui prenaient leur essor dans le monde occidental. Et c'est pour ça qu'est née aussi la Veggie Pride. Et l'idée, c'est d'identifier des agressions vécues par des personnes parce qu'elles sont véganes. Et il y a des gens qui sont vraiment très angoissés, qui ont des problèmes dans leur vie psychique à cause de leur antispécisme. Une personne, par exemple, qui témoignait il y a quelques semaines, qui raconte les animalistes sont des personnes traumatisées par leur prise de conscience sans qu'aucune professionnelle de la santé mentale ne puisse leur venir en aide. Quand on voit l'insensibilité, l'incompréhension, voire qu'on entend qu'on ne peut pas changer les autres, qu'on ne peut pas imposer aux autres sa façon de penser, ses croyances, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc elle dit, voilà, c'est les mêmes conneries pendant 3 ans. Et donc elle a un problème pour trouver une aide sur le plan psychique parce qu'elle vit dans un monde spéciste et que donc il y a vraiment des personnes antispécistes qui sont en souffrance à cause de cela. Il y a une psychologue qui a publié un livre sur l'angoisse du fait d'être végane dans un monde non végane, Claire Mann. Et voilà, donc pour expliquer son livre, elle le recommande aux personnes qui ont des difficultés pour vivre dans un monde non végane, qui sont traumatisées en sachant que, par exemple, chaque année, 70 milliards d'animaux terrestres sont tués et mangés, sont désillusionnés par rapport à leur entourage, à la difficulté de faire valoir une parole antispéciste. Et donc, elle présente son livre comme une espèce de guide pratique pour aider les personnes non véganes, pour aider les personnes véganes, pardon, pour vivre dans un monde qui ne l'est pas. Donc ça, c'est les points communs que j'ai identifiés donc, dans les différents pays où je me suis rendu. Et en même temps, je pense qu'il est très important d'avoir en tête les contextes culturels nationaux ou simplement plus largement liés à des cultures différentes. En France, par exemple, j'ai été très intéressé d'assister à la première Assemblée générale antispéciste qui était co-organisée par Amadeus, qui fait partie des personnes qui sont là ce soir avec nous. J'ai pris quelques photos lors de cet AG. Donc l'idée, c'était de mettre en commun toutes les ressources des différentes personnes qui sont engagées dans l'antispécisme et de définir une cause commune. Donc il y avait 4 possibilités. Et donc, il y a eu des différentes présentations des sujets pour se dire, on va, plutôt qu'il y en ait qui soient dans leur coin sur tel sujet, etc., on continue à travailler sur nos sujets spécifiques aux différentes associations, mais on définit une cause commune dans l'idée d'avoir au moins un succès sur quelque chose.
Et ça n'a pas trop mal marché parce que ce qui a été choisi, c'est les animaux de cirque. Et il y a eu quand même pas mal d'avancées dans ce domaine. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les 4 sujets qui étaient présentés, donc il y avait un sujet, c'était sur les fers maçons, surtout en Amérique du Sud. C'est quelque chose qui est assez horrible. C'est des juments qui sont élevés pour qu'on prenne, qui sont élevés, inséminés, et on prend leur sang pour en tirer une hormone, ECG, qui est utilisée dans tous les élevages porcins, bovins, etc., pour synchroniser les chaleurs, pour voilà, donc il y a différents avantages qui sont avantages entre guillemets évidemment du point de vue d'éleveur qui sont présentés ici. Et ce sujet était présenté par l'association Boucherie Abolition. Donc là, vous voyez Alizé qui faisait partie à l'époque de Boucherie Abolition qui présente ce sujet. Et il y a eu plusieurs disrupts, donc interruptions de séance lors de cette présentation, parce que Boucherie Abolition est connue comme étant une association dont la personne la plus médiatique, Solveig Allouin, fait un parallèle très fort avec le sexisme et appelle, comme vous le voyez dans ce texte, à arracher les voiles des femmes voilées, parce que le consentement individuel de se soumettre aux voileurs est un crime, selon elle, contre les dignités collectives de toutes les femmes. Et donc, Solveig Allouin était accusée d'islamophobie. Et des personnes donc, sont venues sur scène, interrompant la présentation que faisait Alizé, pour cracher leur haine contre cette association. Et donc, c'était tout le sujet de la convergence des luttes, de est-ce qu'on peut écouter ou pas la présentation de Boucherie Abolition, sachant que leur représentante a tenu ses propos, etc. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui m'avait intéressé pour justement aborder la question de la convergence des luttes, parce que l'islamophobie, c'est un sujet qui est très fort en France, qui est très clivant, même au sein de la gauche, alors qu'il l'est beaucoup moins, par exemple, au Québec. Donc, c'est pour ça que j'ai jugé nécessaire de prendre en compte un peu les contextes culturels pour traiter de la sociologie de l'antispécisme. Et je vais prendre un deuxième et dernier exemple, qui est celui de l'antispécisme en Israël. Israël est le premier pays au monde en pourcentage de véganes, entre 3 et 5 alors qu'ils ont une consommation de viande qui est tout de même très importante, bien plus qu'en Europe. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Il y en a une que j'avais soulevée dans Athées et Juifs, je vous en ai parlé, c'est cette idée de solidarité ontologique. C'est ce qu'on retrouve donc, chez Peter Singer et Henry Spira, qui était un grand militant dans les années, au départ des années 70. Il y a aussi la gastronomie qui explique qu'il y a beaucoup de gens véganes parce que les spécialités, c'est les falafels, les houmous, il y a plein de fruits et légumes, donc c'est très facile d'être végane. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont, même s'ils ne sont pas très religieux, qui sont attachés à l'alimentation cachère, c'est-à-dire l'idée qu'on est habitué à réfléchir avant de manger. Par exemple, pour les personnes qui sont strictement cachères, on ne mange pas la viande et le lait en même temps. On ne mange rien qui contient du porc. Il y a tout un tas de poissons aussi qui sont interdits. Donc, ce n'est pas comme le français moyen, entre guillemets, qui prend tout ce qu'il trouve au supermarché. Et puis même dans la religion, il y a des rabbins, par exemple, qui vont dire que la viande qu'on trouve aujourd'hui, elle n'est pas cachère parce que les animaux souffrent trop. Et dans la Torah, il y a marqué qu'il ne faut pas faire souffrir les animaux. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le cas d'Israël, et c'est là où vous allez comprendre la difficulté de traiter de ce sujet, c'est la notion de vegan washing. Et donc, vous connaissez sûrement le greenwashing. C'est par exemple une entreprise comme Total qui va servir de sponsor sur un marathon pour se faire une image verte. Et de même, ce dessin vous montre bien ce qu'est le pinkwashing. C'est quelque chose qui est pratiqué en Israël, de présenter le pays comme le paradis des minorités LGBTIQ+. Et donc le gouvernement israélien publie des brochures pour montrer comme il est facile et que tout le monde est tolérant et qu'on peut donc être homosexuel, bi, trans et autres minorités sexuelles. Et donc là, vous voyez au milieu de l'image des gens qui sont heureux, qui font état de leur appartenance à ces minorités, alors qu'à côté, il y a des démolitions de maisons qui sont illégales, il y a des bombardements, il y a le mur de séparation qui est créé sur le territoire palestinien, etc. Ça, c'est le pinkwashing. Et donc, il y a de même ce qu'on appelle un vegan washing. Et par exemple, là, vous voyez le ministère des Affaires étrangères israélien qui publie, 1er novembre 2018, une vidéo
Tel Aviv, la capitale végane du monde, donc une grosse promo sur Tel Aviv comme étant un lieu de destination rêvé, notamment pour tous les véganes. Il y a une association qui s'appelle le Birthright qui offre des voyages en Israël pour toute personne juive dans l'espoir que ces personnes fassent ce qu'on appelle leur alia, c'est-à-dire viennent vivre en Israël. Et donc, ils proposent même un vegan birthright trip, c'est-à-dire que du 13 au 23 août 2017, vous pouvez gratuitement, si vous êtes juif, aller en Israël et avoir une alimentation végane. Alors, il y a quelques jours, il y a une vidéo de présentation de mon livre qui a été publiée par mon éditrice et une amie, Lisa, a posté ça dans le groupe Animaux et Judaïsme. C'est un groupe Facebook dans lequel on parle de tout ce qui est lien entre antispécisme et judaïsme. Et il y a eu une première réaction, donc j'ai évidemment tout anonymisé. Tu expliques très bien l'antispécisme, mais j'aimerais savoir quel type d'oppression tu vois en Israël qui n'existe pas ailleurs. J'ai dressé un petit catalogue très succinct et des oppressions spécifiques au pays contre les Bédouins, contre les Arabes israéliens, contre les Palestiniens en zone occupée, contre les athées ou autres personnes qui ont par exemple envie d'ouvrir leur magasin le samedi, ou bien des gens qui voudraient se marier à la mairie. C'est impossible en Israël. Si on n'est pas religieux, on ne peut que se marier avec un rabbin ou un imam et pas à la mairie. Et donc, je dis pas que toutes ces oppressions sont spécifiques, mais que bon, parfois, le véganisme est instrumentalisé, que c'est ça mon idée. Et je me suis pris une volée de bois vert, comme on dit en français. On m'accuse d'utiliser une vidéo sur la libération animale pour taper une fois de plus sur Israël, que les méchants, c'est le grand moufti de Jérusalem, que je voulais créer un bad buzz autour de ma merde pour vendre mieux mon livre, et que surtout la démocratie n'est pas présente dans ce groupe où je suis depuis 4 ans, je crois, quand on se rend compte que des personnes telles que Jérôme Segal sont encore présentes ici. Donc je suis un mauvais juif parce que j'ai osé traiter du vegan washing, qui est un sujet très très mal toléré. Voilà, mais bon, ça ne m'empêche pas de dormir. J'en viens, car le temps imparti est presque écoulé, à quelques ouvertures. Donc c'est un petit peu pour résumer mon propos et puis ouvrir peut-être quelques pistes. D'abord insister sur le fait que l'antispécisme s'inscrit dans une histoire mouvementée mais riche d'enseignements. Voilà. Et pour moi, ça inclut également les dérives et tous les différents aspects. Le passage, par exemple, de la protection à la défense des animaux, puis ensuite à la lutte pour leurs droits, etc. Comme je suis historien de formation, je rappelle que le but de l'histoire, son sens profond, consiste, comme le rappelait Fernand Braudel, à l'explication de la contemporanéité, c'est-à-dire comprendre comment on vit aujourd'hui grâce à l'histoire, quels sont les enjeux. Je l'ai déjà dit, ne pas attendre que d'autres découvrent les dérives. Même chez Marie Huot, il y a un moment dans un de ses livres où elle tient des propos qui sont clairement antisémites, mais je ne pense pas qu'il faille les cacher sous le tapis et puis attendre qu'un Paul Ariès ou autre les découvre. Au contraire, je pense qu'on peut les aborder sereinement. Penser à la spécificité des publics, c'est-à-dire l'approche que je vous ai présentée dans ma démarche, c'est-à-dire qu'on peut très bien défendre le véganisme, faire la promotion du véganisme, aller libérer des animaux, aller faire des happenings, etc., qu'il n'y a pas, tout est bon. Prendre en compte la diversité des contextes, par exemple dans le cas français, où on accorde une immense importance à la gastronomie, patrimoine mondial, etc. C'est important, par exemple, de publier des recettes, de dire, bah oui, mais on peut très bien manger en étant vegan. Voilà, ça fait partie des choses que je n'ai pas du tout honte de faire. J'ai même une page de recettes à ce sujet. Et en même temps, ne pas sombrer dans le relativisme culturel. Ça, c'est par exemple, pour certains amis québécois, de dire qu'il faut absolument respecter toutes les cultures autant qu'une autre. Et par exemple, une culture qui pratiquerait les mutilations sexuelles, que ce soit l'excision ou la circoncision, je pense que ce n'est pas parce que c'est une tradition qu'il faut la respecter. Et dernier point, l'histoire de l'antispécisme montre qu'il faut dénoncer sans relâche l'hégémonie culturelle du spécisme, et que cette hégémonie elle est encore très forte et qu'elle est seulement vacillante à l'heure qu'il est. Et voilà. Et puis pour finir, je vous ai proposé une petite bibliographie indicative qui présente les livres qui m'ont le plus inspiré.
Et voilà, l'ensemble de cette présentation PowerPoint, elle est déjà disponible en ligne, donc je mettrai le lien. Et je vous remercie pour votre attention.